De la Normandie au désert d'Afrique du Nord, des jungles du Pacifique aux ruines glacées du front de l'Est, les ingénieurs militaires de 6 nations différentes ont rivalisé d'ingéniosité meurtrière pour concevoir des armes que l'ennemi ne pourrait ni voir ni entendre avant qu'il ne soit trop tard. Chaque dispositif que nous allons examiner a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire militaire. Commençons immédiatement. SMI.35, la mine bondissante. Redoutée sous le nom de Bouncing Betty par les soldats alliés, cette mine antipersonnelle était déclenchée par un fil de détonation ou une plaque de pression à 3 branches. Une charge propulsive lançait le cylindre central à environ 1 mètre de hauteur avant la détonation. L'explosion aérienne projetait plus de 300 billes d'acier dans toutes les directions, rendant toute esquive pratiquement impossible sur le champ de bataille. Shumin 42, la mine en bois. Conçue pour contourner la supériorité alliée en matière de détecteurs de métaux électroniques, cette mine était fabriquée presque entièrement en bois bon marché. Elle contenait environ 200 grammes de TNT coulé et utilisait un fusible en bakélite pour éliminer toute signature métallique détectable. Sa doctrine tactique délibérée visait à arracher le pied de la victime plutôt qu'à la tuer, saturant ainsi les ressources médicales alliées et brisant le moral des unités avançantes. Glassmine 43, la mine en verre. Alors que l'acier devenait une ressource désespérément rare vers la fin de la guerre, les ingénieurs allemands se tournèrent vers le verre épais pour fabriquer leurs engins explosifs. Le bol en verre contenait une charge explosive standard surmontée d'une plaque de cisaillement en verre fragile. Non seulement invisible aux balayeurs de mines alliées, mais les éclats de verre pénétraient les chairs profondément et demeuraient indétectables aux rayons X médicaux de l'époque. Stockmine, la mine à piquet en béton. Cette arme rudimentaire mais redoutablement efficace consistait en une tête cylindrique en béton coulé autour d'une petite charge explosive centrale. Le béton était mélangé avec des ferrailles, du gravier et des billes d'acier récupérées, créant un shrapnel dévastateur à la détonation. Montée sur un piquet en bois planté en terre, elle était tendue de fils de déclenchement en travers des sentiers forestiers étroits, couvrant le retrait des armées allemandes à travers toute l'Europe. Tellermine 43, la mine anti-char champignon. Reconnaissable entre toutes grâce à sa forme circulaire aplatie caractéristique, cette mine anti-char était chargée de près de 5 kg d'explosifs à haute puissance. Elle nécessitait environ 140 kg de pression descendante pour s'activer, ce qui permettait à un fantassin isolé de la franchir sans danger. En revanche, les chenilles d'acier d'un char Sherman ennemi écrasaient instantanément le fusible, déclenchant une explosion capable de neutraliser complètement le véhicule blindé. Riegelmine 43, la mine en barre d'acier. Contrairement à la Tellermine circulaire, cet engin explosif était logé dans un long boîtier d'acier rectangulaire dépassant 60 cm de longueur. Sa forme allongée rendait pratiquement impossible pour un char ennemi d'éviter la plaque de pression lors d'une traversée de route. Contenant environ 4 kg de TNT, ces multiples ports de fusibles anti-manipulation rendaient toute tentative de désamorçage par les sapeurs alliés extrêmement dangereuse, voire systématiquement mortelle sur le terrain. Zugzunder 35, lame du piège allemand. Ce dispositif de mise à feu standardisé et mécaniquement simple constituait le cœur invisible de milliers de pièges mortels répartis à travers tout le théâtre européen. Un cylindre en laiton contenant un percuteur à ressort retenu par une goupille de sécurité proéminente. Les soldats allemands fixaient un fil de déclenchement presque invisible à la goupille, reliant le fusible à un bloc d'explosifs dissimulé. Les soldats alliés transformaient ainsi portes, armes abandonnées et même corps en pièges létaux. M2, la mine bondissante américaine. Après avoir subi des pertes catastrophiques face aux mines bondissantes allemandes, l'armée américaine procéda rapidement à une rétro-ingénierie pour créer sa propre version. Un tube en acier planté en terre propulsait son obus explosif à environ 2 mètres de hauteur avant détonation. La déflagration aérienne déversait des éclats d'acier meurtriers sur toute l'infanterie ennemie dans le rayon de destruction.
protégeant efficacement les positions d'artillerie et postes de commandement contre les attaques nocturnes surprises. M3, la mine fragmentaire en fonte. Ce lourd bloc carré en fonte ressemblait étrangement à une brique industrielle ordinaire, ce qui contribuait à son efficacité redoutable sur le terrain. Le boîtier épais en fonte était conçu pour se fragmenter en gros éclats voyageant à vitesse létale lors de la détonation. Contenant près de 400 grammes de TNT en flocons, les ingénieurs de combat américains fixaient ces blocs sur des arbres ou des poteaux pour déchiqueter les patrouilles allemandes qui passaient sur les routes forestières. M1A1, la mine anti-char lourde. Arme défensive principale des ingénieurs de combat américains, cette mine était construite en acier embossé et remplie de près de 3 kg de TNT hautement stable. Sa plaque de pression en forme d'araignée caractéristique dirigeait le poids d'un véhicule lourd directement sur le fusible chimique interne. Enterrées en rangées parfaitement décalées en travers des routes stratégiques et des points d'étranglement critiques, ces mines créaient des zones de destruction absolument infranchissables pour les blindés ennemis. M7, la mine anti-char légère. Développée comme alternative légère transportable en grande quantité par l'infanterie standard, cette petite mine rectangulaire contenait environ 1,5 kg de tétryl explosif, suffisant pour arracher la chenille d'un char de taille moyenne. Son boîtier extrêmement simple comportait une plaque coulissante pressant un fusible chimique standardisé. En raison de son faible poids, les troupes l'utilisaient fréquemment comme charge satchel improvisée pour détruire des blocos de béton ou des barrages routiers fortifiés. M1, le dispositif de mise à feu américain. Ce mécanisme de traction standardisé était livré aux forces américaines pour créer des pièges improvisés en territoire ennemi. Ce tube compact à ressort pouvait être facilement fixé sur un bloc d'explosifs de démolition. Un soldat attachait un fil de déclenchement à la goupille de libération et le tendait en travers d'un couloir, d'un escalier ou d'un sentier de jungle. Le fil libérait le percuteur qui frappait une capsule à percussion, déclenchant instantanément la charge explosive cachée. Antipersonnel mine Mark II, la mine cylindrique britannique. Cette arme simple et efficace était largement utilisée par les forces britanniques lors des grandes campagnes dans les déserts d'Afrique du Nord. Un boîtier métallique cylindrique contenait une charge explosive centrale entourée d'anneaux de shrapnel en acier lourd. Une plaque de pression sensible sur le dessus nécessitait seulement quelques kilogrammes de pression pour déclencher le fusible. Les anneaux d'acier fragmentés se propageaient à vitesse létale, décimant toute infanterie prise dans le rayon de la détonation. Anti-tank mine générale service Mark V, la mine araignée. Cette mine circulaire en acier représentait une amélioration majeure de l'arsenal britannique et devint l'explosive anti-char standard des divisions blindées du Commonwealth. Contenant environ 2 kg d'explosifs puissants dans un boîtier en fer-blanc résistant aux climats extrêmes, sa plaque de pression centrale en forme de toile d'araignée dirigeait le poids d'un véhicule directement sur le fusible. Les ingénieurs empilaient parfois 2 mines superposées pour garantir la destruction totale des chars Tigre lourds. Anti-tank mine number 75, la grenade Hawkins. Universellement connue sous le nom de grenade Hawkins, cette fiole rectangulaire aplatie d'explosifs était l'arme anti-char favorite des forces aéroportées alliées sautant sur la Normandie. Elle était remarquablement polyvalente, pouvant être lancée comme une charge ou enterrée discrètement dans le sol comme mine statique. Un allumeur chimique à écrasement se déclenchait sous le poids des chenilles d'un blindé. Les parachutistes transportaient plusieurs de ces engins dans leur sac de seau, disposant ainsi d'une défense anti-char efficace. L2 Switch, le crayon temporisateur. Ce dispositif de mise à feu temporisé, surnommé Time Pencil, était l'outil de sabotage le plus redouté distribué aux résistants et saboteurs d'élite opérant en territoire occupé. Un petit tube en cuivre contenait une fiole d'acide corrosif et un percuteur puissant à ressort comprimé. L'acide rongeait lentement un fil de retenue jusqu'à rupture complète, déclenchant l'explosion.
L'épaisseur du fil interne permettait de programmer des délais de quelques heures à plusieurs semaines avec une précision remarquable. Switch Number C, le commutateur à libération. Ce dispositif à ressort était spécifiquement conçu pour déclencher une explosion lorsqu'un objet lourd était soulevé de son emplacement. Les ingénieurs de combat britanniques le plaçaient fréquemment en dessous des mines anti-chars comme dispositif anti-manipulation mortelle. Lorsqu'un sapeur ennemi localisait la mine principale et tentait de la soulever du sol, le commutateur dissimulé se libérait instantanément. La soudaine absence de pression descendante déclenchait le percuteur interne, faisant exploser une charge secondaire cachée et tuant le démineur. Ponce 2, la mine à piquet soviétique. Parce que l'Union soviétique manquait de capacité de fabrication de précision en début de guerre, cette arme était brillamment conçue pour être construite dans des ateliers de villages locaux. Un manchon en fonte en forme d'ananas était simplement glissé sur un piquet de bois planté dans le sol. Un bloc de TNT placé à l'intérieur du manchon était relié à un fil de déclenchement tendu à travers un sentier boisé. Le boîtier en fonte se fracassait en dizaines de fragments métalliques, meurtriers à la détonation. PMD-C, la mine en bois soviétique. Créée par désespération face à une pénurie sévère d'acier industriel, cette arme était une boîte en bois à charnière contenant un bloc d'explosifs standard et un percuteur sensible à la pression. Fabriquée presque entièrement en bois, elle contournait totalement les détecteurs de métaux électroniques des armées d'invasion. Incroyablement bon marché à produire en masse, elle présentait néanmoins un défaut majeur. Le bois non traité se déformait et pourrissait dans la boue glacée du front de l'Est, provoquant de nombreux dysfonctionnements. OZM 152, la mine bondissante massive. Cette arme antipersonnelle absolument colossale était créée en réutilisant des obus d'artillerie lourdes de 152 mm enterrés la tête la première dans le sol gelé. Une charge propulsive reliée à un fil de déclenchement lançait l'énorme obus en acier à quelques mètres dans les airs. La détonation aérienne qui s'ensuivait était catastrophique, capable d'anéantir complètement un peloton entier d'infanterie allemande avançant en formation serrée. Son rendement explosif incomparable en faisait une arme de défense périmétrique redoutablement efficace. TM-41, la mine anti-char soviétique. Cette mine circulaire en acier, largement inspirée des modèles allemands capturés, constituait l'épine dorsale des défenses anti-chars soviétiques sur tout le front de l'Est. Elle contenait près de 4 kg d'amatol, un mélange explosif puissant et relativement économique. Sa grande plaque de pression à nervures nécessitait le poids d'un char Panzer pour écraser le fusible interne. Les ingénieurs soviétiques posaient ces mines de nuit, rampant sur des centaines de mètres en no man's land pour miner les itinéraires blindés ennemis. MUV, le fusible de traction soviétique. Mécanisme de piège le plus répandu utilisé par l'armée rouge tout au long du conflit, ce dispositif était d'une simplicité désarmante. Un tube métallique nu contenant un ressort et un percuteur retenu par un simple anneau métallique. Les soldats soviétiques vissaient ce fusible directement dans leur grenade à fragmentation F1 standard pour créer instantanément des pièges mortels à fil de déclenchement. Ils transformaient ainsi les ruines de Stalingrad en un labyrinthe absolument mortel pour l'infanterie allemande avançant dans les décombres. Type 93, la mine anti-char japonaise. Cette mine en forme de disque circulaire était l'explosif anti-char principal de l'armée impériale japonaise à travers les théâtres du Pacifique et d'Asie. Elle ne contenait qu'environ 1 kg d'explosifs, la rendant étonnamment faible face aux chars Sherman américains lourdement blindés. Pour compenser cette insuffisance, les défenseurs japonais empilaient fréquemment 3 ou 4 de ces mines superposées dans le sol afin de multiplier exponentiellement leur rendement explosif lors de l'impact d'un blindé. Type 3, la mine en bois japonaise. Alors que la campagne américaine de Sodil en île détruisait méthodiquement les lignes d'approvisionnement industrielles japonaises, l'armée fut contrainte d'abandonner totalement les boîtiers en acier.
Cet engin désespéré consistait en une simple boîte en bois scellée avec du goudron pour protéger les explosifs de l'humidité tropicale intense. Son fusible à friction rudimentaire nécessitait une pression massive pour s'activer. Invisible aux démineurs américains, son taux d'échec restait élevé en raison de l'humidité extrême des jungle. Type 99, la mine magnétique japonaise. Cette arme hautement unique était conçue pour être fixée manuellement sur des chars ennemis par des fantassins japonais audacieux. 4 puissants aimants disposés autour du nous sans toile maintenaient la charge creuse explosive en place contre la coque d'acier du blindé. Un soldat sprinçait vers un char Sherman américain, plaquait la mine contre sa coque métallique et actionnait immédiatement le fusible. La déflagration dirigée perçait l'acier blindé épais, incapacitant instantanément le véhicule et son équipage. Grenade type 99, le piège improvisé japonais. Plutôt que de fabriquer des pièges dédiés complexes, l'armée impériale japonaise improvisait ingénieusement avec cette grenade d'infanterie standard. Les défenseurs retiraient la goupille de sécurité, attachaient un fil de déclenchement directement au fusible et dissimulaient l'engin le long d'un sentier de jungle dense. Lorsqu'un marine américain avançant trébuchait sur le fil invisible, la grenade explosait presque instantanément, causant des blessures de shrapnel horrifiques et fatales. Chaque pas dans la jungle devenait une sentence de mort potentielle. B2, la mine antipersonnel italienne. Ce dispositif explosif relativement petit et léger était massivement utilisé par les forces italiennes défendant les cols montagneux de Grèce et d'Afrique du Nord. Son boîtier métallique cylindrique distinctif contenait une petite charge de fragmentation très efficace, conçue pour mutiler les fantassins avançants plutôt que de les tuer instantanément. Son interrupteur de pression particulièrement sensible ne nécessitait qu'un pas imprudent d'un soldat allié pour déclencher la détonation. Les ingénieurs italiens enterraient ces mines en grappes denses et imprévisibles pour interdire totalement l'accès aux routes montagneuses stratégiques. Type CS, la mine anti-char italienne. Cette volumineuse mine rectangulaire représentait l'arme défensive principale des divisions blindées italiennes, protégeant leurs flancs dans les déserts ouverts d'Afrique du Nord. Contenant environ 4 kg de TNT coulé, elle intégrait une longue plaque de pression oblongue s'étendant sur toute la surface supérieure du boîtier. Sa conception rectangulaire augmentait délibérément la surface de contact pour rendre quasi impossible l'évitement par un char britannique. D'innombrables chars cruisers britanniques furent neutralisés par ces mines lors des grandes batailles blindées de la campagne de Libye. Voilà l'inventaire complet et implacable de la guerre souterraine. 28 engins meurtriers, 6 nations, un seul objectif, détruire, paralyser et terroriser. De la Bunsen Betty allemande aux mines magnétiques suicidaires japonaises, chaque dispositif reflète la mentalité et les ressources de la nation qui l'a conçu. La Seconde Guerre mondiale n'était pas uniquement une guerre de chars et d'avions, c'était aussi une guerre invisible menée sous la terre, derrière chaque porte, le long de chaque sentier. Et cette guerre-là ne faisait aucun prisonnier. Quelle est la mine ou le piège que vous avez trouvé le plus dévastateur ou le plus ingénieux parmi les 28 armes présentées aujourd'hui? Répondez dans les commentaires et si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de notre série sur les armements de la Seconde Guerre mondiale.